Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La piraterie a fortement progressé en 2018 dans le golfe de Guinée. Cette zone maritime est devenue le nouvel épicentre de la piraterie mondiale avec une hausse de 50% des trafics en tout genre. Les 17 pays de la région ont décidé de renforcer leurs moyens d'intervention. L'Union africaine se prépare à mettre en œuvre 2 projets transfrontaliers de trains à grande vitesse. C'est l'une des grandes initiatives de l'agenda 2063 pour relier les capitales africaines entre elles afin de stimuler la transformation socio-économique du continent dans les années à venir. Et l'Afrique est en train de connaître une hausse des investissements étrangers ces dernières années, alors que les investissements mondiaux sont en baisse. Pour en parler, nous recevrons dans cette édition Madame Maria Luisa Abrantes, consultante internationale et directrice de l'US Africa Business Center. Mais tout d'abord, au Tchad, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé ce vendredi 14 février la date des prochaines élections législatives. Initialement prévues en 2016 et reportées à plusieurs reprises, elles se tiendront le 13 décembre 2020. Notons que la CENI a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une date consensuelle au sein de la classe politique. Le golfe de Guinée est en proie à de multiples attaques maritimes depuis quelques années. La piraterie est d'ailleurs devenue le problème majeur de cette région qui regroupe 17 pays, dont les 2 principaux producteurs de pétrole en Afrique, à savoir le Nigeria et l'Angola. Mais les États peinent à éradiquer ce fléau malgré les milliards de dollars dépensés. Aïssatou Bari. Avec plus de 5700 km de côtes qui s'étendent du Sénégal à l'Angola sur 17 pays, le golfe de Guinée est devenu depuis 2016 l'épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Siphonnage de pétrole à bord et des enlèvements sont devenus légion. En 2017, 818 millions de dollars auraient été consacrés par les pays côtiers et les acteurs internationaux à la lutte contre la piraterie rien qu'en Afrique de l'Ouest. La majorité des revenus des pays de l'Afrique de l'Ouest proviennent en partie des activités portuaires. Le coût de la piraterie dans le golfe du Guinée est estimé à 2 milliards par an. Prenant l'exemple du Bénin, le Bénin a enregistré une baisse de 70% de ses recettes, alors que l'activité portuaire et commerciale représente 70% de son produit intérieur brut. Au cours des 6 premiers mois de 2018, 107 incidents impliquant des pirates ont été signalés dans la zone du golfe de Guinée. Selon le Bureau maritime international, en 2017, 10 prises d'otages de 65 membres d'équipage au total ont été perpétrées au large du Nigeria. Et même le Nigeria n'est pas épargné. Il perd au moins 7% de ses revenus pétroliers. La lutte contre la piraterie maritime est une lutte globale. Il faut nécessairement qu'on associe tous les acteurs, d'où l'importance de la stratégie, coordination, collaboration et coopération. Les pays de la région ont récemment créé un organisme de coopération pour la sécurité maritime. Le réseau de surveillance n'est pas encore bien équipé en navires garde-côtes, mais l'accord permet déjà des échanges d'informations entre pays de la région. Le projet de création d'une monnaie unique a fait l'objet de la première réunion ordinaire de 2020 du bureau de l'Association des banques centrales africaines. C'était ce jeudi 13 février au sein du siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Spécialistes financiers et membres de la Commission de l'Union africaine étaient réunis pour aborder les questions monétaires et financières nécessaires à l'élaboration d'une politique commune. Le point avec Amenej. C'est autour de l'idée de la mise sur pied de la Banque centrale africaine que se sont réunis les secrétaires, membres des comités sous-régionaux et conseils des gouverneurs du bureau de l'Association des banques centrales africaines le 13 février 2020 à Dakar, au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il était question au cours de cette rencontre de la convergence des politiques macroéconomiques et de l'engagement des pays africains devant conduire à la réduction des fluctuations économiques pour une stabilité monétaire. J'attire donc les intérêts des gouverneurs des banques centrales pour les rôles que vous jouez, que vous aurez encore à jouer sur l'économie, parce qu'il risque d'y avoir
une récession économique au niveau international. L'étude d'une série de questions monétaires et financières s'avère nécessaire pour l'élaboration d'une politique commune suivie d'une monnaie unique africaine comme moyen d'accélérer l'intégration économique continentale. Il y a eu un progrès significatif ces dernières années. C'est ce qui a créé un fort partenariat entre les différents gouverneurs des banques centrales de l'Afrique. Au-delà de l'objectif premier de créer la monnaie unique, l'union monétaire et une unique banque centrale africaine, nous avons beaucoup à gagner en travaillant ensemble. L'Association des banques centrales africaines avait tenu plusieurs réunions de 2002 à 2017 et avait proposé des critères macroéconomiques qui devaient être respectés par chaque État membre avant la création de l'unique banque centrale. L'Union africaine met l'intégration économique du continent à l'honneur avec l'un de ses projets phares issus de l'agenda 2063. Il s'agit de 2 projets de train à grande vitesse transfrontaliers censés relier les capitales africaines entre elles. C'était l'une des grandes annonces faites lors du 33e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu les 9 et 10 février en Éthiopie. Plus de détails avec Siamlo Victor Sedji. Les distances entre les villes africaines vont davantage se réduire et les déplacements prendre de la vitesse. L'Union africaine se prépare à mettre en œuvre 2 projets transfrontaliers de trains à grande vitesse, soit les premiers de ce type sur le continent. Il s'agit de l'un des projets phares de l'agenda 2063. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons finalisé le plan directeur pour les trains à grande vitesse, approuvé l'année dernière par les ministres africains. Une fois pleinement mis en œuvre, ces projets figureront parmi les réalisations importantes de l'Union africaine. Beaucoup espèrent que ce projet permettra d'accélérer la croissance régionale et de renforcer l'intégration économique africaine. Selon la Banque mondiale, l'absence d'infrastructures de qualité ralentit la croissance des pays africains de 2% et limite la productivité jusqu'à 40%. Et leur population paie 2 fois plus cher l'accès aux services. À peine moins de 75 000 km de réseau routier sur le continent pour une densité de 2,5 km sur 1000 km². C'est très peu au regard de la moyenne mondiale qui se situe à 23,1 km et à 18,8 km pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est. Donc, si on veut baisser les coûts de facteurs de production, notamment ceux liés au transport, il est essentiel de fluidifier les échanges. Et si l'on veut fluidifier les échanges, il faut essentiellement passer par le ferroviaire. Ces dernières années, l'Union africaine a initié de grands chantiers pour faciliter les liaisons sur le continent. Le PIDA, Programme pour le développement des infrastructures, lancé par exemple en 2012, est porteur de 51 projets transfrontaliers. Ces besoins financiers sont estimés à 11 391 000 $. Le classement des pays africains où il fait bon d'investir en 2020 a été dévoilé par le groupe financier sud-africain Rand Merchant Bank. Cette 9e édition révèle que l'Égypte reste le pays africain le plus attractif et que la Côte d'Ivoire, le Ghana ou encore le Nigeria font partie du top 10. Plus de détails sur ce classement avec Amen Edge. Le groupe financier sud-africain Rand Merchant Bank a publié sa 9e édition du rapport Where to Invest in Africa. L'édition dresse la liste des pays africains les plus attractifs pour les investissements en 2020, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria figurant dans le top 10 des meilleures destinations. Il faudra effectivement que le Ghana réussisse encore à améliorer ses indicateurs macroéconomiques pour espérer maintenir sa position. Quant au Nigeria, la chute des coûts mondiaux du pétrole peut freiner effectivement un peu cet attrait des investissements direct pour l'année 2020. L'Égypte, dans la partie nord de l'Afrique, est en pole position. D'autres pays ont fait des bons substantiels tels que le Sénégal, le Niger, le Togo, etc. Si les économies les plus attractives restent globalement les mêmes par rapport aux précédentes éditions, on note d'importants changements. Le Rwanda, le Ghana et le Nigeria occupent respectivement les 5e, 6e et 8e places, tandis que la Côte d'Ivoire occupe la position de 7e pays africain le plus attractif pour les investissements. Concernant la Côte d'Ivoire, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire a réussi à diversifier son économie. Des investissements massifs ont été faits dans le domaine des infrastructures. La Côte d'Ivoire a réussi effectivement par le projet Sublime au niveau du tourisme à attirer effectivement des touristes en se situant effectivement dans le top 5 des pays en Afrique. La Côte d'Ivoire a réussi effectivement à être attractif sur le plan de l'emprunt extérieur, même si à ce niveau effectivement on se dit qu'il faut faire attention pour ne pas atteindre un niveau de surendettement.
Ce classement des meilleures destinations africaines en matière d'investissement intervient suite à plusieurs facteurs, parmi lesquels la croissance par rapport au produit intérieur brut, l'investissement local et les flux monétaires, sans oublier le taux d'intérêt, les risques et le taux de couverture des importations. Et pour parler de l'économie en Afrique, nous recevons sur ce plateau Madame Maria Luisa Abrantes, consultante internationale et directrice de l'US Africa Business Center. Bienvenue. Bonjour. Alors l'Angola ne fait pas partie du top 10 de ce classement qu'on vient de voir, où investir en Afrique en 2020. Est-ce que cela vous surprend? Bon, de toute façon, ça nous surprend un petit peu quand même, parce que nous pouvions profiter un petit peu de la diversification de l'économie. Nous avions peut-être un fonds souverain plus ancien que le nôtre, qui a commencé en 2015, 15, je crois. Le problème, c'est que quand nous avions la hausse du pétrole, nous devrons épargner un petit peu plus, et nous ne l'avons pas fait. Et quand nous avons commencé à penser à ça, nous avions déjà dépensé trop sur les infrastructures. Et je crois que c'est un petit peu à cause de ça. Ah, ça pêche. L'Angola, justement, fait face au défi de la diversification économique. Vous l'avez dit, sortir du tout pétrole. Quel regard portez-vous sur les mesures prises par les autorités actuelles pour y parvenir? Je crois que, bon, il y a un petit peu de changement sur quelques lois, mais je crois que les législations que nous avions n'étaient pas tellement mal. Le problème, c'est qu'il faut changer un petit peu la culture des services. Il faut améliorer les services et surtout investir un petit plus dans la recherche, l'investigation scientifique et plus pour l'éducation en général, parce qu'il faut commencer à travailler en utilisant les nouvelles technologies à partir de petits 4-5 ans à l'école. Oui. Vous êtes ancienne présidente de l'Agence nationale pour l'investissement privé d'Angola. Pensez-vous que la stratégie actuelle du gouvernement angolais pour attirer les investisseurs étrangers fonctionne? Je crois que oui, mais nous devrons aussi améliorer le travail dans la maison, dans notre maison, les services surtout. Ça, c'est tellement important que si nous continuons à avoir des services sans qualité, ça serait difficile. Donc, il faut que nous commençons à changer et aussi à utiliser ce que nous pouvons de la nouvelle technologie pour avoir une harmonie entre les secteurs et avoir un petit peu plus d'attention du gouvernement pour investir dans le secteur de développement de l'agriculture, agro-industrie surtout, et aussi pour que les banques privées puissent aussi donner plus de crédit à l'économie. Donc selon vous, il n'y a pas assez de travail en interne qui est fait par rapport à l'État? C'est plus l'État se concentre trop sur les investissements étrangers? L'État, il ne devrait pas trop intervenir dans l'économie, mais ils doivent quand même intervenir pour améliorer les secteurs dont j'ai parlé. Éducation, parce qu'il faut qu'on donne un petit plus d'argent, soit à l'éducation, soit pour la construction des infrastructures, même que nous devrions s'en occuper beaucoup plus de la sécurité. Mais il y a une grande différence de budget pour les secteurs. Il fallait donner plus d'attention à l'agriculture, à l'agro-industrie et aussi aux services en général de l'État. Alors l'État a essayé de donner un petit coup de pouce à l'économie, notamment par la loi cadre en supprimant la loi cadre qui obligeait un étranger à s'associer à un partenaire local. Elle a été supprimée en 2018 pour favoriser l'arrivée d'investisseurs étrangers. Cette disposition, est-ce que vous pensez qu'elle a aujourd'hui les effets escomptés en Angola? Je crois que oui, mais je crois que l'effet qui existe depuis longtemps, depuis 2015. Le mieux, c'était qu'on a enlevé de la loi l'obligation d'un investisseur étranger venir avec un montant donné en Angola. Donc, ils n'ont pas besoin, il n'a pas aucun montant pour que les investisseurs viennent. Donc, je crois que mieux que ça, il n'existe pas. Et ça,
a commencé à partir de 2015. En 2019, les investissements mondiaux étaient en baisse alors que ceux de l'Afrique, les investissements directs étrangers, étaient en hausse de près de 11%. Est-ce qu'on doit s'attendre à une hausse également en 2020 ? Je suis sûre qu'on peut peut-être être dans les 10 pays de l'Afrique. Vous parlez pour l'Angola ? De l'Angola, parce que c'est vrai qu'Angola avait déjà sorti en 2013 de la septième place. Il a monté en 2012 7e, 2013 5e et 2014 2e. Donc Angola peut le faire. Donc c'est possible. Nous avons tous pour le faire. Le problème, c'est de bien travailler pour le faire. Et au niveau global, au niveau de l'Afrique en général, est-ce que vous pensez que les investissements directs étrangers vont encore augmenter en 2020 ? Je crois que oui, parce que nous avons en Afrique environ 1,2 milliard d'habitants et les consommateurs que nous avons, il n'y a pas nulle part. Et d'habitude, les investisseurs étrangers, ils cherchent les consommateurs. Et les Africains, ils sont bons consommateurs, ils ont une mauvaise habitude de ne pas épargner. Donc c'est pour ça qu'en Afrique, on vend toujours et tout le monde gagne toujours. Merci Madame Maria Luisa Abrantes d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes consultante internationale et directrice de l'US Africa Business Center. Merci aussi. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.